Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Esther Ramos. Auteure, marketeuse et créatrice du web, nous allons parler avec elle des différents métiers qui existent autour de l'écriture. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Esther. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Merci à toi. Alors, pour me présenter, c'est toujours difficile, on va dire ça comme ça. Enfin, c'était difficile. Aujourd'hui, je dirais que je suis la créatrice de Ma Case en Plus. Ma Case en Plus, ça regroupe en fait mes différentes casquettes. Il y a 3 activités. La première, c'est de l'écriture pour le compte de tiers. Donc, j'écris des posts LinkedIn pour des dirigeants. La deuxième casquette, c'est l'accompagnement de créateurs dans leur stratégie marketing et de communication. Et la troisième, c'est une casquette d'auteur digital avec la publication de l'auto-édition de livres numériques. Super, donc une super belle case en plus qui est riche de plein de choses. Et c'est vraiment pour parler d'écriture aujourd'hui que je t'ai invité sur ce podcast. Mais je sais que ton parcours a été aussi riche de reconversion, de déviation, comme on dit. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous le raconter ? Alors moi, j'ai justement ma case en plus, c'est pas un hasard. C'est que j'ai jamais voulu vraiment rentrer dans une case. Et du coup, ça m'a amenée à réfléchir à comment créer ma propre case, puisque j'ai compris assez vite qu'on avait 2 possibilités. Soit on rentrait dans une case déjà faite, soit on crée sa propre case, puisque notre cerveau ne peut pas se passer d'étiquettes. Et longtemps, j'ai essayé de justement m'affranchir de toutes les étiquettes et mon message n'était pas audible et donnait un sentiment de confusion. Et moi, je ne me reconnaissais pas du tout dans les termes slasher parce que je voyais vraiment un fil conducteur dans mon parcours qui, du coup, a toujours été autour de l'entrepreneuriat, du marketing et de la technologie, puisque j'ai occupé différentes fonctions dans le secteur de l'énergie, de la banque en ligne et du marketing de l'innovation dans la construction. Donc, effectivement, 3 reconversions en 5 ans à des postes différents et dans des industries différentes. Mais à chaque fois, le fil conducteur, c'était le marketing, la tech et l'entrepreneuriat, parce que c'était à chaque fois des créations d'activités depuis zéro. Et j'étais la 2e salariée à chaque fois, donc il y avait tout à faire au niveau de comment construire l'offre, comment la faire connaître, comment attirer les clients, comment les fidéliser et comment utiliser aussi le levier du numérique pour justement toucher ses clients. Puisqu'on quand on n'a pas beaucoup de budget, c'est quand même des outils qui permettent de se faire connaître à moindre coût. Donc salarié, 3 postes en 5 ans et finalement, comment tu as sauté le pas ensuite de l'entrepreneuriat et de te lancer à ton compte ? Alors, en fait, c'était lors de ma dernière expérience professionnelle. J'étais en banque en ligne, donc j'étais au service client marketing. Et au bout de 3 ans, l'activité était bien lancée. On commençait vraiment à structurer les choses et donc à spécialiser vraiment les métiers. Et moi, à chaque fois, ça dure à peu près 3 ans. J'aime bien l'énergie des lancements, de la création. J'aime moins cette énergie de structurer un business quand ça devient répétitif, en fait. Donc, je me suis posé des questions à ce moment-là et j'ai eu comme un burn-out existentiel, vraiment. Parce qu'à chaque fois, je me disais, tous les 3 ans, je dois changer d'activité. Je ne suis pas normale. À côté de ça, je voyais mes amis qui, eux, étaient en poste parfois 6, 7 ans, qui progressaient. Moi, je recommençais à chaque fois. Je devais à chaque fois recommencer de zéro. Et j'avais l'impression de ne pas être adaptée au monde du travail.
Et du coup, j'ai commencé à écrire en ligne sur un réseau social qui s'appelle Quora, qui est pas très connu en France, ou en tout cas moins que les autres. Et c'est des questions que les gens se posent et tout le monde peut y répondre. C'est basé sur la sagesse des foules et l'intelligence collective. Et donc, je répondais à des questions autour de le sens au travail, la reconversion, voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, un jour, en arrivant au bureau, il y a eu mon téléphone qui s'est mis à sonner une fois, deux fois, dans la même journée. Et c'était des créateurs qui avaient lu mes réponses et qui voulaient que j'écrive pour eux. Et du coup, c'est comme ça qu'est née ma reconversion, en fait. Je me posais des questions, j'ai commencé à écrire en ligne, des gens sont venus me chercher pour que j'écrive pour eux. Je me suis dit, waouh, on peut vivre en écrivant pour des gens. Et ben voilà, une fois que j'ai eu, en fait, je suis quelqu'un de très stratège et j'ai un master en stratégie. Donc, je ne sais pas sauter dans le vide. Je m'étais dit, une fois que j'ai un trésor, donc 5 mois de trésorerie, je saute. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est que avec ces premiers clients, j'ai eu assez vite finalement les 5 mois de trésorerie. Et puis, je me suis dit, j'ai validé qu'il y avait un marché, j'ai validé que je pouvais le faire, j'ai un portfolio, pourquoi pas me lancer, c'est le bon moment. Et voilà. Et l'écriture, c'est quelque chose qui venait de loin? C'est quelque chose où tu avais déjà pensé à faire carrière dedans ou c'est venu par hasard finalement? Alors, si je remonte vraiment, vraiment, vraiment loin, moi, quand petite, je voulais être auteur. J'ai toujours eu ce goût pour... j'ai grandi avec les livres et j'ai toujours eu ce goût pour les histoires. Je voulais être journaliste. J'ai fait Sciences Po pour le journalisme à la base. Donc, il y avait toujours ce lien avec l'écriture. Après, venant d'une famille modeste et qui avait à cœur que je réussisse par l'argent, notamment, je me suis dit, si je suis journaliste, je vais devoir couvrir la fête de la saucisse à Strasbourg et puis je vais gagner, j'ai très mal gagné ma vie. Du coup, j'ai un peu abandonné ce rêve-là. Et puis le milieu journalistique m'avait un peu déçue parce que il y a le modèle de la presse en France est assez compliqué. C'est un modèle publicitaire, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'avais pas l'impression que c'était forcément quelque chose où j'allais m'épanouir. Et du coup, j'ai opté pour une carrière plus sûre, entre guillemets, dans le marketing, dans le commerce. Mais l'écriture a toujours été présente dans ma vie, quoi. Alors aujourd'hui, quand on aime l'écriture, quels sont les différents métiers qui existent autour de ça? Alors là, j'ai appris beaucoup de choses au cours de ces dernières années parce que c'est un univers que l'écriture web qui est assez particulier. Et moi, de ce que j'ai vu, il y a l'écriture que j'appelle l'écriture marketing, qui est par exemple la rédaction SEO, qui permet juste d'écrire du contenu sur la base de mots-clés que les utilisateurs recherchent sur Google et pour essayer de remonter dans les requêtes. Le copywriting, qui là, on ne va pas optimiser pour les requêtes Google, on va optimiser pour les clics et donc pour la vente. Après, il y a le modèle de la rédaction web historique. Et là, on n'optimise pas pour la vente ni pour les requêtes, mais on vend du temps d'attention des lecteurs. Et souvent, on voit, à part Mediapart, le modèle de la presse en ligne, c'est ça. Il y a une partie des ressources qui viennent des abonnés, mais en général, la majorité des fonds viennent des pubs. En fait. Donc ça, c'est l'écriture que j'appelle marketing, en fait, parce que finalement, ça a le même objectif, qui est un objectif marchand, directement, en première intention. Et moi, ce qui est en train de naître et qui est encore peu présent sur le marché français, c'est l'écriture digitale, qui pour moi est différente dans le sens où c'est des créateurs, donc des penseurs, enfin des intellectuels, des créatifs qui vont, eux, partager des idées sur une plateforme comme Medium, comme Quora, comme LinkedIn, comme Instagram, comme Twitter. Ils vont attirer une audience sur la base de leurs idées, sur la base de leurs connaissances, et ensuite ils vont monétiser, entre guillemets, cette audience-là. Donc là, on voit que la démarche n'est pas exactement la même. D'un côté, on a déjà une offre, on essaye de la
de la vendre. De l'autre, on a des idées et on essaye de construire l'offre autour de ses idées, de sa personnalité et de l'audience qu'on a attirée. Comment on fait ensuite pour monétiser son audience? Voilà, c'est un processus de découverte. Déjà, c'est là où les aspects marketing entrent en compte, c'est toute la partie analytique, c'est-à-dire quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux et quelle catégorie, moi, je peux créer autour de mes idées. Par exemple, on voit un Idriss Aberkan qui le fait très bien, qui a inventé le terme neuropédagogie, et donc il est expert là-dedans. Il y a Fabien Olicard sur la mémoire. Donc, c'est cette démarche-là qui est de dire, en fonction des sujets qui résonnent le plus avec mon audience et avec moi qui je suis, quelle est mon histoire, quels sont mes centres d'intérêt, amplifier ce qui marche et puis ensuite créer des actifs numériques ou même, Fabien Lucard, il a une tournée aussi, donc des actifs autour de ses compétences et de l'audience qu'on a levée. C'est ça, souvent après il y a des livres, il y a des programmes, ce genre de choses, c'est ça? Livres, programmes, création aussi. Par exemple, si on prend, on va prendre Kardashian, voilà. Kardashian, elle lance une marque. Donc vraiment, il y a des créateurs qui ont cette logique business, qui sont vraiment des entrepreneurs dans l'âme et qui veulent monétiser. Et après, c'est une question de curseur, de quel côté on place le curseur entre le créateur et l'entrepreneur. Et moi, j'avoue que je suis un peu entre les deux. Ok, donc l'écriture marketing d'un côté, l'écriture digitale de l'autre. C'est ça les deux grands pôles d'écriture, de métiers en lien avec l'écriture aujourd'hui. Oui, au sein de ces deux grands pôles, il y a pléthore de métiers parce que effectivement, il y a tout ce qui est création. Après, il y a la relecture, correction d'orthographe. Et puis, il y a autour de l'écriture digitale, il y a des métiers à créer qui sont, par exemple, quelqu'un qui a un podcast. Elle peut très bien faire appel à quelqu'un qui a le goût des mots et de la synthèse pour résumer son podcast en quelques mots, en un post, et donner envie aux gens d'aller écouter le podcast. Donc, il y a plein de services à créer aussi autour de l'écriture digitale. Quelles sont les qualités nécessaires selon toi aujourd'hui pour réussir dans l'écriture? Il y a plusieurs qualités. Moi, je dirais que ce n'est pas tant les qualités, l'écriture, ça compte, hein, bien évidemment, si on n'a aucune compétence en écriture. Je parle de compétences techniques, ça va être compliqué, forcément, parce qu'il y a des règles dans l'écriture digitale. C'est une écriture spécifique, donc il faut maîtriser, à minima. Mais après, si on veut vraiment développer une activité autour de l'écriture, il y a beaucoup de compétences qui sont liées au savoir-être, au business, en fait, à l'approche marketing, pour pas juste vendre des mots, mais vendre un résultat, par exemple. Ça, c'est hyper important. Le moment où on comprend que le client n'achète pas un nombre de mots, mais achète un résultat, c'est-à-dire des ventes, c'est-à-dire de la notoriété, c'est-à-dire une image sociale, c'est-à-dire, on ne va pas être dans la même relation et la valeur perçue de l'offre ne va pas être la même. Donc ça, c'est aussi une des compétences clés, c'est de savoir construire une offre, comprendre la psychologie de ses clients et répondre de façon adaptée avec une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Ça, c'est le but du marketing en première intention, tellement elle répond à leurs besoins et leurs désirs. Et puis après, dernier élément qui est important et que je vois en accompagnement qui des fois fait un peu défaut, c'est l'esprit critique. Par exemple, c'est pas parce que dans l'écriture, tout le monde facture au nombre de mots que moi, je dois facturer au nombre de mots. Il y a ça aussi, il y a le fait de je ne peux pas faire différemment des autres. Parce que tu comprends, si je fais différemment, il y a la peur du rejet, il y a pour qui je me prends, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau émotionnel ici. Mais si on veut vraiment ne pas être dans une logique de commodité, en fait, que notre service soit un service de commodité, qu'on paye 80 € l'article et être dans un travail un peu à la chaîne, parce que c'est ça aussi, hein, la réalité de l'écriture en ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des agences
qui, sur la base de mots-clés, donc ça c'est un peu l'écriture algorithmique, mais vont vous donner des mots-clés, un brief avec des mots-clés, vont vous dire, bon, bah, c'est 800 mots pour 80 €. Et il n'y a pas de pouvoir de négociation. Donc si vous rentrez dans ce jeu-là, c'est un peu triste déjà quand on est auteur, quand on aime écrire, de ne pas pouvoir avoir une certaine liberté dans l'écriture. Et puis surtout, on devient un peu esclave finalement de son activité, ce qui n'est pas le but quand on lance une activité. Ce n'est pas d'être esclave de son activité, de ne pas pouvoir imposer ses prix. Donc, on rentre dans une relation qui est finalement similaire à celle d'un salarié, avec les avantages en moins, quoi. Donc, ce n'est pas forcément le plus adapté. C'est ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une forte déception parfois entre l'idée qu'on peut se faire justement de l'écriture très créative, où on va pouvoir s'exprimer, et quand on rentre finalement dans ces métiers aujourd'hui du web, où finalement, comme tu dis, ça peut être très contraint, une sorte de désillusion. Est-ce que tu constates ça autour de toi? Moi, je l'ai eu, cette désillusion-là, au début. Pas sur les créateurs qui m'ont contacté, parce que justement, on n'était pas dans l'écriture marketing, on était dans l'écriture digitale avec des gens qui avaient compris en fait la logique du web et qui voulaient d'abord imposer leurs idées pour attirer un public sur leurs idées, parce qu'ils ont compris l'évolution du marketing, qui ne marche plus. Le marketing un peu tape à l'œil, ça ne marche pas, les gens sont lassés de ça. Mais après, à côté de ça, j'ai effectivement eu affaire à des agences, j'ai eu affaire à des gens qui voulaient vraiment la requête pour la requête, avec même des fautes d'orthographe exprès pour remonter dans les moteurs de recherche. Et effectivement, quand on aime l'écriture, ça peut être frustrant. Donc, il faut être clair avec soi-même et qu'est-ce qu'on veut finalement, qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que dans tous les cas, il y aura des contraintes, mais de choisir ces contraintes, c'est une des libertés de l'indépendance. Donc, c'est quelles contraintes je suis prête ou pas à accepter pour développer mon activité. Puis ça, c'est très lié aux clients qu'on adresse. C'est-à-dire que si on a les clients en direct ou si on les a via des intermédiaires, c'est pas la même relation qu'on va avoir. Donc ça aussi, c'est quelle activité je développe. Est-ce que je développe une activité où je suis prestataire de prestataire, ou est-ce que j'ai la relation client en direct? Mais si j'ai la relation client en direct, ça suppose que c'est moi qui fais mon marketing, c'est moi qui fais mon démarchage, c'est moi qui fais ma prospection. C'est un autre niveau de c'est un autre business en fait. C'est ça. Donc ouais, la désillusion, elle peut venir si déjà parce qu'on ne connaît pas au début. Et puis de deux, c'est aussi quel business on veut en fait et pourquoi on est indépendant. C'est important de clarifier ça pour pas être déçu. Est-ce que, voilà, si on écrit depuis toujours, on a l'habitude de noircir des cahiers, est-ce qu'il y a besoin de se former, voilà, de suivre des formations spécifiques pour se lancer dans ces métiers-là? Oui et non. Je vais faire une réponse à Normand. Oui, parce que l'écriture web, ça répond à des logiques spécifiques en fait. Parce qu'il y a par exemple, 8 personnes sur 10 ne vont lire que le titre. Donc, savoir écrire des accroches, c'est 80% du job, si on prend la loi de Pareto. Après, il y a aussi l'optimisation pour la vitesse. Comment dire, il y a des règles à connaître. Après, la meilleure école, c'est la pratique. Moi, finalement, j'ai appris beaucoup sur le tas, en fait, en écrivant. Et les clients ne viennent pas parce qu'on a fait telle formation. Parce qu'on a 2 formations en SEO, on a 10 formations en copywriting, c'est très bien, mais les clients, ils s'en fichent. Encore une fois, c'est le client, on lui vend un résultat et qui répond à son besoin, son désir, qui est soit d'abord de gagner de l'argent, donc ça, c'est de générer du chiffre, soit que sa communication reflète sa personnalité. Ça, c'est l'aspect un peu plus notoriété, un peu plus communication. Donc c'est ça qu'il faut faire qu'on va vendre, c'est pas la formation. Après, les formations, ça peut être intéressant pour se rassurer, parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont besoin finalement d'avoir des formations parce que ça les rassure sur leurs compétences. Après, il faut être là aussi clair sur à quoi va me servir la formation et pas
espérer que la formation suffira à développer l'activité. C'est une étape. C'est ça. C'est important, effectivement, de le dire. Et c'est des formations qui durent combien de temps en moyenne? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis un Américain qui s'appelle Nicholas Cole, qui m'a beaucoup inspiré. C'est grâce à lui que j'ai écrit sur Quora. Et aujourd'hui, il fait en fait un programme en ligne sur 30 jours, en fait, où les gens, pendant 30 jours, ils écrivent un post par jour. C'est ça, sa formation. Enfin, il y a 10% de théorie, 90% de pratique. Je pense que c'est la bonne approche. Et donc, sur 30 jours, on a déjà acquis une certaine aisance, puisqu'on a 30 publications sur lesquelles on peut se reposer pour voir un petit peu ce qui marche pas, voir un peu quels sont nos blocages aussi. Bah, tiens, j'ai pas réussi à publier ce post puisqu'il était trop intime, donc ouais, peut-être que j'ai besoin de ça. J'ai pas réussi à structurer l'idée comme je voulais, mes idées, elles sont un peu confuses. Donc ça, c'est bien, ça donne un coup de boost. Après, c'est sûr qu'on va pas apprendre l'écriture digitale en 30 jours. Hein. Faut quand même pas... Après, c'est comme tout, ça donne l'impulsion. Et moi, j'accompagne des personnes sur 3 mois, 6 mois pour qu'elles prennent vraiment le coup et qu'elles développent. Finalement, le plus dur, c'est pas de se lancer, c'est de maintenir une publication régulière et tenir sur la durée. C'est d'analyser aussi les publications, voir un peu, comprendre ce qui marche pas. Et ça demande, je pense, un suivi personnalisé qu'aucune formation aujourd'hui, pure, qui le fait. Après, il y a des accompagnements qui mélangent formation, coaching en individuel ou en collectif qui peuvent pallier à ça. Mais je dirais que pour être opérationnel, entre 1 et 3 mois, pour répondre à la question de manière concise. C'est des formations qui peuvent être assez courtes finalement par rapport à d'autres. C'est des formations qui peuvent être assez courtes. Après, comme je disais, l'important, c'est pas tant la formation, c'est la pratique en fait. C'est la pratique. Et puis après, il y a aussi, moi, ça fait 4 ans que j'écris en ligne. Il y a le plateau. Il y a un moment où on a atteint un plateau et il faut toujours aller chercher en fait. La marge de progression est infinie en fait dans l'écriture. Il n'y a jamais de fin. Donc il ne faut pas non plus passer 2 ans, 3 ans, 4 parce qu'on peut passer 4 ans à se former en écriture, il n'y a pas de problème. On peut voir les accroches, on peut voir la structure du texte, on peut analyser des créateurs. Et puis après, il y a toute la partie marketing, comment je vends mon offre, comment je la construis. Donc on peut passer des heures et des heures, des heures et des heures à se former, des années, et ne jamais rien vendre. Donc moi, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre les deux. C'est ça. En plus, c'est une activité où il n'y a pas de... C'est très subjectif, finalement. Donc, Oui, il y a le résultat, l'interprétation subjective du résultat, comme dans beaucoup de métiers créatifs. C'est ça. C'est ça qui fait aussi, qui fait la beauté et la difficulté. C'est-à-dire que d'un côté, c'est quelle valeur à mon écrit, finalement, parce que ça dépend des personnes, ça dépend de plein d'éléments. Et à la fois... il faut quand même rassurer le client sur ce que ça va lui apporter avec des exemples chiffrés. Quand tout le monde dit ouais, c'est important de capter l'attention, ok, mais à quoi te sert de capter l'attention? Parce que finalement, si la personne elle scrolle, elle lit et puis elle n'a pas la curiosité d'aller plus loin, ben ça sert à rien en fait. Ce que tu vends n'a pas d'intérêt puisque n'a pas de résultat en fait. Il n'y a pas de résultat. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut aimer vendre pour écrire sur le net? Il faut comprendre la psychologie humaine. Je pense que l'important, c'est de comprendre la psychologie humaine. Et donc, pour moi, la vente, elle est tout le temps, en fait. C'est pas... même si elle a une mauvaise presse en France, on considère la vente comme quelque chose de très mal, d'arnaquer les gens. En fait, à partir du moment où on a une idée et qu'on veut la défendre, on doit la vendre. Que ce soit avec tes enfants, pour qu'ils se brossent les dents, ou avec ton conjoint pour que vous alliez à l'endroit où tu veux aller en vacances. Tout ça, c'est de la vente, en fait, plus ou moins. Donc, après, c'est sûr que si ton texte, il ne parle qu'à toi, ça ne va pas le faire, puisque du coup, tu vas pas comprendre les attentes des lecteurs et tu vas écrire que pour toi et pas pour eux. Et du coup, ça va pas passer d'un point de vue client, puisqu'ils n'auront pas de retour.
Et du coup, ça, on va rester dans une écriture loisir, quoi. Et c'est très bien. Moi, j'adore l'écriture. Je fais du journaling, j'adore ça. Mais après, si on veut vraiment transformer en business, il faut intégrer l'autre. Justement, alors on parlait de formation, et tu disais que c'est nécessaire, mais pas suffisant pour en vivre. C'est quoi les étapes ensuite pour développer son activité, les grandes étapes? Vendre. Non, les grandes étapes. C'est déjà avoir quelque chose à montrer. C'est beaucoup plus facile. Il y a deux façons de convaincre les gens. Soit on convainc parce qu'on est sur une idée, sur une intention, soit on convainc sur des résultats. Donc déjà, il faut être au clair sur quoi est-ce qu'on est le plus à l'aise à convaincre. Moi, clairement, j'ai convaincu sur des intentions, mais je me sens plus à l'aise si j'ai des choses à montrer. Donc, moi, je dirais que la première étape, c'est d'avoir des choses à montrer. Une sorte de book. Une sorte de book. Donc, une sorte de book avec des projets perso et des projets aussi clients. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé comme ça. Hein. Je suis allée voir des personnes. Je leur ai dit, bon, bah voilà, je vous écris un article, en échange. Est-ce que vous pouvez me donner un contact d'une personne qui pourrait être intéressée ou est-ce que vous pouvez me faire un témoignage ou... ah, et puis, des gens que je connaissais. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premières recommandations, mes premiers clients. Et puis après, moi, c'était particulier parce que j'avais ces créateurs qui m'avaient contacté. J'avais écrit plus de 400 articles quand ils m'ont contacté. Donc, j'avais forcément un book assez conséquent à montrer. Mais je dirais que oui, il y a ça, c'est la première étape, c'est se constituer des preuves, entre guillemets. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a les preuves, c'est de réfléchir à quel type de client, avec quel type de client on veut travailler. Est-ce qu'on a un secteur où on a plus d'affinité que l'autre, on a plus de crédibilité, où on connaît mieux, parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire sur un sujet qu'on connaît que d'écrire sur tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est vraiment peut-être réduire un petit peu le nombre de secteurs qu'on vise. Et puis après, troisième étape, contacter des personnes et des marchés et déjà donner avant de recevoir, parce que ça, c'est quand même la base quand on vend. Et puis voir un petit peu leurs besoins, essayer de les comprendre, qu'est-ce qui est, de quoi ils ont besoin et voir comment on peut y répondre d'une façon ou d'une autre. De ton expérience, ça prend du temps de gagner des premiers revenus conséquents qui peuvent être au niveau d'un salaire? Moi, c'est particulier parce que j'avais déjà, comme je disais, la démarche pour moi était, au début en tout cas, était confortable puisque je n'ai pas eu à démarcher mes premiers clients, donc forcément, ça booste l'activité. Et de ce que tu observes autour de toi? De ce que j'observe autour de moi, ça dépend de l'approche marketing. En fait, il y a des personnes qui vont très très bien gagner leur vie. C'est des personnes qui, en général, ont une spécialisation, mais pas forcément. Mais ont en tout cas cette démarche marketing, c'est-à-dire de vendre un résultat et non pas au nombre de mots. Et après, ça peut aller vite, quoi. Ça peut mettre entre 3, 6 mois, 1 an pour qu'une activité se développe. Enfin, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Oui, c'est assez rapide pour une activité indépendante, 3 à 6 mois. Oui, voilà. Dans tous les cas, il y a aussi cette injonction à aller vite. Mais des fois, les relations commerciales, ça demande d'avoir la confiance du client. Donc, on ne peut pas non plus avoir la confiance en 2 jours. C'est une relation qui se construit sur le long terme aussi. Après, voilà, il faut déjà faire ses preuves et puis ensuite essayer de progressivement de mieux comprendre les besoins des clients pour justement bâtir une relation sur le long terme. Après, ça, c'est des questions de modèle économique. Est-ce que je fais du one-shot? Si on est sur une page de vente, mettons qu'on fait que des pages de vente, on est sur un modèle où la personne, bon, sauf exception, elle va avoir qu'une page de vente à faire. Donc, ça veut dire que ce modèle-là de business va redemander de sans cesse renouveler finalement le flux de clients, sauf si on propose d'autres choses à côté. Après, si on est sur 2 articles SEO tous les mois, bon voilà, on a déjà plus de récurrence. Donc, en fait, la question de est-ce que c'est facile ou pas, combien de temps ça met à se sortir un salaire, est intrinsèquement liée à quel type de relation je vais avoir avec mes clients,
quel modèle d'activité je veux développer. Est-ce que moi, j'ai besoin de récurrence? Est-ce que moi, je préfère facturer une page de vente? Je préfère travailler sur des missions variées avec des clients variés. Je veux pas, voilà. Donc, tout dépend finalement du modèle économique. Est-ce que je veux travailler pour des agences? Donc, ça peut aller vite. Et puis après, ça dépend aussi de l'ambition. Est-ce que mon ambition, c'est de gagner 1 000 euros? Est-ce que c'est de gagner 5 000 euros? Ce ne sera pas le même modèle économique, ce ne sera pas les mêmes enjeux. Et puis, il y a aussi ce truc de l'écriture, on est limité aussi, finalement. Parce qu'on ne peut pas écrire pour 10 000 personnes au bout d'un moment. Donc, la contrainte du temps. Ouais, la contrainte du temps fait que voilà, on est limité aussi. Une des difficultés aussi, que je peux voir peut-être à tort, c'est où certains clients me partagent leur peur de manquer d'idées, de ne pas avoir d'idées finalement pour écrire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu as observé aussi autour de toi? Et comment finalement se renouveler, booster ses idées? Il y a 2 choses. Moi, j'accompagne des créatifs. Donc souvent, en fait, au début, on a peur de manquer d'idées. Et au bout d'un moment, on se rend compte que le vrai problème, c'est qu'on a trop d'idées. Donc c'est une croyance. Et puis moi, j'ai travaillé sur le même sujet pendant 1 an. Je devais écrire toutes les semaines des newsletters pendant 1 an. Je continue en fait aujourd'hui. Donc les idées ne manquent pas. Justement, c'est un des challenges. Et c'est ça qui fait la beauté aussi de ce métier, c'est que tous les messages ont déjà été dits. Enfin, quand on regarde, on analyse la culture, les œuvres, le cinéma. Enfin, on voit très bien que c'est à chaque fois la même histoire, plus ou moins. Enfin, c'est le concept du héros 1000 visages, mais c'est justement les 1000 visages qui sont intéressants. C'est de raconter l'histoire d'un point de vue différent, sous un angle différent, sous un format différent, dans un style différent. C'est ça qui amène beaucoup de fraîcheur, en fait, dans un contenu. C'est qu'on peut dire la même chose de 1000 façons différentes. Donc, je dirais que c'est une croyance, la peur de manquer d'idées, qui est liée au fait à des blocages aussi, peut-être, des blocages plus émotionnels sur oh là là, faut pas que je dise ça parce que la peur de paraître bête, en fait. Il n'y a pas d'idée bête. Et puis, il y a aussi donc la peur du regard des autres. Mais après, dès qu'on a dépassé ça et qu'on est dans l'action, qu'on échange avec les clients, en fait, moi, à chaque échange, j'ai 10 idées de contenu par jour. Donc, je n'ai pas le temps de toutes les traiter. Et le vrai défi après, c'est comment on canalise finalement le flux créatif. Parce que ça peut très vite partir dans tous les sens. Et justement, c'est aussi une des difficultés, c'est de ne pas trop se disperser ou en tout cas d'avoir une dispersion productive. C'est ça. Quelles sont les difficultés de ce métier? Après, ça, tu vois, il y a différentes choses. Quand on veut, enfin moi, sur l'écriture pour les autres et sur l'écriture pour moi-même, parce que je considère deux aspects différents. L'écriture pour les autres, la difficulté, c'est que peut-être que toi, tu vas vouloir dire que c'est noir et le client va vouloir dire que c'est rouge. C'est que le client, c'est ta plume, mais c'est ses idées. Donc, il faut s'adapter. S'adapter. Tu peux lui dire, moi, je pense que c'est noir. Mais si lui, il te dit, mais moi, je suis convaincue que c'est rouge, tu vas devoir lui faire le truc rouge, même si toi, tu veux que ce soit noir. Donc ça, c'est la première difficulté quand on a ces idées-là. Deuxième difficulté, c'est que quand on aime l'écriture, on est assez curieux. Et du coup, on peut très vite se dire, je veux écrire sur tout. Je peux écrire sur tout. C'est aussi finalement d'accepter qu'on ne peut pas tout connaître et qu'il y a des sujets sur lesquels on a plus de facilité, plus d'intérêt et d'aller vers ces sujets-là. Ça, c'est peut-être la deuxième difficulté, d'accepter finalement de créer sa niche parce qu'il y a des croyances, justement, ça va être répétitif, je vais m'ennuyer, et puis tout le monde je ne pourrai jamais en sortir. Enfin, il y a plein de croyances comme ça. Ça, c'est les deux difficultés, je dirais, quand on travaille pour les autres. Et après, quand on veut vraiment vivre de ses livres, de ses idées, c'est un secteur, comme je disais, la création qui est assez jeune.
Et du coup, il y a la question des modèles économiques dans les industries culturelles qui est là, quoi, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'écriture. Aujourd'hui, les maisons d'édition, elles prennent 90% des ventes de livres. C'est-à-dire que si on vend un livre à 10 euros, eh ben, on va toucher, toucher quoi même pas 1 euro. Même pas 1 euro. Donc, du coup, la difficulté, c'est quel modèle économique je construis pour capter le plus de valeur de mes idées, en fait. Et là, le champ d'exploration est immense, mais tout est à faire. Et du coup, il faut maîtriser tous les aspects. C'est-à-dire le marketing, c'est-à-dire la mise en page, c'est-à-dire ou alors s'entourer, bien évidemment, mais s'entourer, ça signifie que on dégage assez de marge dans ses autres activités pour pouvoir s'auto-avancer, avancer les frais. Donc, ouais, c'est la question du modèle économique. Quel modèle économique je trouve? Et moi, j'ai bloqué longtemps en disant faut que je vive de mes livres. Parce qu'un auteur, ça vit de ses livres. Et en fait, j'ai réalisé que non, en fait. Si on analyse, même aux États-Unis, les auteurs, il n'y a pas que les livres qui les font vivre. Au contraire, ils ont aussi du conseil, ils ont aussi des conférences, ils ont aussi des formations, ils ont aussi... En fait, ils ont un panel finalement d'activités qui n'est pas forcément que leurs livres. En vrai, il y a très peu d'auteurs qui vivent exclusivement de leurs livres. Et en tout cas, ça n'arrive jamais du jour au lendemain. En général, ça prend quand même quelques années. Du coup, ouais, on en vient à ton livre que toi, tu as auto-édité, qui s'appelle Rater sa voie pour réussir sa vie, comment je suis sortie du moule, qu'on peut télécharger sur Amazon notamment. Je ne sais pas s'il y a d'autres plateformes sur lesquelles on peut le télécharger, tu vas nous le dire. Mais voilà, comment t'en es venue à l'auto-édition? Alors oui, déjà, donc mon livre est disponible sur Amazon et sur mon site internet. Et puis pour les personnes qui ne veulent pas passer par Amazon, il m'est arrivé de faire des envois, parce que j'en ai dans mes lecteurs. Comment j'en suis arrivée là? En fait, c'est vraiment cette influence de Nicolas Cole aux États-Unis que j'ai découvert via Quora, qui en fait a auto-publié son premier livre, qui parle de son addiction aux jeux vidéo. En fait, c'est un créateur qui a eu un parcours en agence de marketing et qui a commencé à écrire sur Quora tous les jours pendant 2 ans et qui aujourd'hui est le créateur qui a le plus écrit sur Internet puisqu'il a écrit 5000 articles, généré plusieurs millions de vues, levé des audiences. En fait, il a répliqué le succès, c'est-à-dire qu'il a levé une audience sur Quora, il a levé une audience sur Medium, il a levé une audience sur Insta, il a levé une audience sur Twitter et là, il est en train de lever une audience sur LinkedIn. Donc, c'est assez rare les créateurs qui sont capables de dupliquer finalement le succès. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ce genre de modèle parce que le faire une fois, c'est un coup de chance. Le faire 5 fois, il y a quand même une part de talent et de travail. Donc, cette personne que je suis depuis 5 ans, finalement, 5-6 ans, m'a beaucoup inspirée. Et lui, il avait un discours assez tranché sur l'édition que je partage. Parce que moi, je me suis dit, non, mais moi, ce que j'aime, c'est écrire. C'est pas trouver une maison d'édition, c'est pas devoir démarcher les maisons d'édition, devoir attendre des années avant de publier mon livre. Et puis, j'ai pas de rapport de force, en fait, puisque moi, je suis une illustre inconnue. Ils reçoivent des milliers de manuscrits par jour. Qu'est-ce qui ferait qu'il irait Esther Ramos? Donc, je me suis dit, bon, l'auto-édition, c'est quand même plus simple d'un point de vue publication. Et moi, je suis quelqu'un qui est passionné par le marketing. Ça fait quand même 8 ans que je suis dans l'industrie du marketing. Donc, l'idée pour moi, c'était aussi de voir un peu comment je pouvais créer un produit, créer de A à Z un produit et le vendre. Donc, c'est ça qui m'a attirée dans l'auto-édition. Et ce rapport direct, en fait, que j'ai avec les lecteurs. Parce que je n'ai pas de maison d'édition, donc il y a mon mail, donc les gens peuvent m'écrire. Je serais contente d'échanger avec eux, de leur faire mon petit envoi. C'est vraiment ça qui m'attire dans l'auto-édition, c'est cette liberté finalement sur le modèle économique. Parce qu'Amazon permet de capter 40%. Donc 40% des ventes versus 9% quand on est Marc Lévy, 5% quand on est Esther Ramos. C'est déjà plus intéressant d'un point de vue business. Et puis, le fait de créer en fait de A à Z le processus et de
de m'occuper de tout. Moi, c'est quelque chose qui m'animait, en fait. Et puis la liberté, en fait, finalement. Parce que quand on passe par un éditeur, moi, j'ai des gens, enfin, j'ai dans mon entourage qui veulent absolument être publiés parce que ça fait bien d'un point de vue statut social. Bah, tu choisis pas ta couverture. C'est l'éditeur qui choisit ta couverture. C'est l'éditeur qui va peut-être t'imposer même sur le contenu de la façon d'amener tes exemples. Et puis si l'éditeur n'a pas un marché pour ton livre, parce que moi, c'est un mélange en fait de développement personnel, récit de vie. Donc, c'est pas un style qui existe déjà finalement. Quand on crée un style qui n'existe pas, on n'est pas intéressant pour les éditeurs parce qu'ils minimisent les risques. Donc, ils prennent que des livres dont ils sont sûrs qu'ils vont marcher. Ça, c'est le premier point. Ou sinon, ils prennent des gens comme la youtubeuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, Lena Situation, voilà, qui a sorti son livre il y a Parachète, parce qu'elle a 2 millions d'abonnés sur YouTube. Donc, c'est ça qui lui a donné le rapport de force positif pour finalement se faire éditer. Et pourquoi elle s'est fait éditer? Parce que pour le coup, elle a déjà une audience, donc c'est pas pour l'argent, c'est pour justement, j'achète ma légitimité auprès d'Hachette. Et je cède 90% je m'assois sur 90% de mes revenus, mais je sais ce que je vais chercher. Je vais chercher une légitimité dans des milieux qui sont quand même assez hostiles aux youtubeurs. Donc, du coup, j'ai perdu un peu le fil. Mais, Non, mais tu as bien répondu à la question, pourquoi tu t'étais lancée, quel était le sens de ta démarche. Qu'est-ce qui a été facile et aussi difficile dans cette démarche d'auto-édition? La difficulté, c'est que en fait, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps d'écrire. Parce qu'au début, je m'étais dit, en 1 an, c'est fait. Et au final, vu que c'était aussi mon évolution personnelle que je raconte dans le livre, c'était comme si j'évoluais en même temps que le livre. Donc, le livre a mis du temps à mûrir et j'ai mis 3 ans à l'écrire, en fait. Enfin, à vraiment le finir, le publier. Ça a pris 3 ans, alors que je pensais vraiment en 6 mois, ça allait être bon. Donc ça, c'était difficile parce que c'était mon premier livre, parce que j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui sur l'auto-édition, sur comment écrire un livre. J'avais pas repéré quel était mon style. J'avais pas fait de travail vraiment sur quelle était ma différenciation. Donc j'ai découvert un peu tout ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est ça la difficulté, c'était d'avancer un peu dans le brouillard. J'avais pas de routine d'écriture, j'avais pas de structure, parce que j'avais cette croyance qu'ont beaucoup de créatifs, c'est de dire la structure va contraindre la créativité. Si je me mets structure, je vais plus être créative, mes idées vont s'envoler. Et en fait, non, la structure, c'est ce qui va canaliser ma créativité et qui va faire justement que je vais être plus efficiente et que je vais pouvoir créer davantage. Mais ça, c'était des croyances que moi j'avais, donc il a fallu lever tout ça. Les croyances aussi sur pourquoi écrire un livre, pourquoi partager mon parcours, personne ne va le lire à part mes amis. Il y avait tout un tas de croyances finalement à lever. Donc ça, c'était vraiment la difficulté. Et qu'est-ce qui était facile? Je pense que l'écriture, une fois que je me suis mise dedans, écrire, c'est facile pour moi. C'est juste qu'après, tout ce travail de relecture, de structuration, vu que je n'avais pas de structure, j'ai mis du temps à le formaliser. Et puis, ce qui était facile aussi, c'était une expérience que moi, j'ai vécue. Donc, je n'avais pas à faire 10 000 recherches. C'est tout. Je partage vraiment des outils que moi-même, finalement, j'ai expérimenté. Que ce soit l'Ayurveda, que ce soit la déconnexion, que ce soit... tout ça, moi, je l'ai vécu, en fait. C'est ça qui m'a permis, justement, d'avoir les idées claires sur quel est le sens de ma vie, comment je lui donne du sens, qu'est-ce que je veux créer. Donc, j'ai pas eu ce travail de recherche qu'on peut avoir quand on ne vit pas l'expérience. Et ensuite, la mise en ligne, la mise en forme? La mise en forme, c'était galère parce que j'ai fait ça sous un document sur LibreOffice. Et LibreOffice, c'est une usine à gaz. Enfin, bon, non, mais c'est très bien LibreOffice. En plus, c'est open source et tout. Mais disons que j'avais pas de structure, j'avais pas industrialisé. Ça va faire bondir les créatifs. Je n'avais pas industrialisé le processus créatif. En tout cas, je n'avais pas structuré. Du coup, je partais à chaque fois d'une page blanche. Donc,
Et même aujourd'hui, c'est un gros enjeu pour moi de trouver une structure réplicable sur mes livres. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup et qui est clé pour écrire, en fait, finalement. Quand on regarde Amélie Nothomb, quand on regarde Éric Emmanuel Schmitt, quand on regarde des auteurs de non-fiction aussi, Byron Katie, en fait, ils ont une structure, finalement. Et c'est ça qui leur permet d'être prolifiques. C'est qu'ils ne réinventent pas la roue à chaque fois. Ils ont trouvé leur style. Donc, Éric Emmanuel Schmitt, c'est des nouvelles à chaque fois. Donc, il a sa nouvelle, il sait que c'est son format. Amélie Nothomb, c'est pareil, elle a un format. C'est des livres assez courts, elle sait qu'elle en sort tant par an. Ils ont une trame, finalement, qui est similaire, et à la fois les distingue. Donc, c'est ça qui est difficile à trouver, c'est un peu le style, quoi, la voix. Ça, c'est vraiment un enjeu, quoi. On parlait de mise en forme, de mise en page et comment on ressort aussi finalement sur Amazon? Oui, la mise en page était assez laborieuse parce que voilà, j'étais sur Office et du coup maintenant, c'est vrai que j'utilise Google Doc qui va très bien parce qu'il y a moins de commandes, donc moins de prise de tête. J'ai aussi beaucoup industrialisé dans le sens où maintenant j'ai mes titres, sous-titres, tout ça qui est nickel et que je réplique sur mes livres, donc je gagne du temps. Sur la relecture, donc j'ai un petit pool de relecteurs qui me permet d'avoir des retours sur les écrits. Et puis sur la mise en ligne, tout ça, j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui s'est formé sur Amazon, KDP, et qui maîtrise parfaitement la mise en ligne, le référencement, et qui prend en charge cette partie-là. Donc ça, je ne m'en occupe pas. Et puis pour comment on remonte sur les requêtes Amazon, moi, ma stratégie, c'est plutôt parce que je crée ma niche et je ne suis pas sur une niche qui est déjà existante. Ce qu'on a dit tout à l'heure, ça vaut pour en ligne, en fait. Si j'étais sur une catégorie, il faudrait que je cible des catégories, mais le problème de ça, c'est qu'il y en a 20 000. Si je mets développement personnel, je vais jamais remonter. Enfin, il y aura Tony Robbins et compagnie devant moi. Donc, il faut nicher, quoi. Et pour nicher, moi, comment j'emmène du trafic, c'est par les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et mon blog. Mes lecteurs, en général, c'est des gens qui m'ont découvert sur les réseaux ou sur les réseaux physiques et en ligne, parce que lors d'événements, voilà, j'ai fait quelques événements, et qui après achètent mon livre. Donc, est-ce que tu dirais que finalement, si à côté du livre, il n'y a pas toute une stratégie réseaux sociaux ou stratégie de contenu à côté, malgré tout, ça va être difficile en auto-édition de ressortir? Ouais, non, je disais, si on n'a pas de stratégie à côté, il va rien se passer. Le livre va être noyé sous les autres livres. Oui, je crois qu'il y a 90 000 livres publiés chaque année, hein. Donc, c'est ça, donc c'est aussi important à avoir ça en tête, je veux dire, pour si on veut se lancer, d'avoir des moyens de faire connaître son livre à côté. il y a ça qui est important, et il y a aussi, parce que quand j'accompagne des auteurs, faire de la science-fiction ou du fantasy, c'est bien, mais quand on regarde les couvertures, c'est assez impressionnant de science-fiction. On voit les mêmes couvertures. Du coup, donc les couvertures sont identiques, l'univers est identique. Quand tu arrives et que tu es un nouvel auteur, qu'est-ce qui fait que les gens vont te choisir toi par rapport à quelqu'un qui a déjà finalement est déjà reconnu dans cette industrie-là, dans cet univers-là? C'est aussi ça, c'est comment on peut créer quand je dis créer sa catégorie, c'est un peu ça, c'est je sais pas, mais on peut mettre de la science-fiction sous une forme théâtre, en fait, sous la forme d'une pièce de théâtre. Là, on invente finalement un nouveau genre. C'est aussi ce travail de différenciation. Oui, c'est ça. Qu'il faut avoir en tête. Parce que J.K. Rowling, il n'y en aura pas deux. C'est-à-dire qu'on peut raconter une histoire de sorcier, mais on aura toujours en tête la référence Harry Potter. Et les gens préféreront l'original à la copie. En tout cas, moi, c'est la philosophie que j'ai dans mes accompagnements, c'est quand on est sur un marché concurrentiel, il y a des marchés où, bien évidemment, il n'y a pas besoin de différenciation, mais ils sont de plus en plus rares, ces marchés-là. Quand on est sur un marché concurrentiel, que ce soit le coaching, que ce soit l'écriture, quand on est sur des marchés, même si le marché est porteur,
Si tu n'as pas de différenciation, ça tire le prix vers le bas. Et puis deux, on se dit comment les clients se choisissent en fait finalement. Oui, c'est ça. Justement, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Quels seraient tes conseils si on souhaite se reconvertir dans ce domaine voilà, de l'écriture, de ces métiers d'écriture en lien avec le net? Je pense qu'il faut déjà se faire sa propre idée, ne pas écouter les conseils, justement. Parce que souvent, les conseils, en fait, ils ne valent que pour la personne qui a eu l'expérience. Parce que chaque expérience, finalement, est différente. Et quelque chose qui peut être super pour une personne va être totalement inadapté pour une autre. Et peut-être que moi, je vais te dire, ouais, le copywriting, c'est génial, tu vas t'éclater là-dedans, c'est un métier créatif. Et en fait, en expérimentant, la personne va se rendre compte que c'est pas du tout pour elle. Donc déjà, ce que je conseille, c'est d'expérimenter, ne pas écouter les conseils, mais de se fier à sa propre expérience. Donc ça, ouais, c'est mon conseil, c'est d'expérimenter différents types d'écriture avant de se lancer pour valider effectivement qu'on aime, enfin qu'on va aimer, qu'on va pas être déçu. Justement, on parlait de déception tout à l'heure. Après, il y a aussi l'aspect financier qui rentre en compte. Voilà, parce que souvent, quand j'accompagne des personnes à développer l'activité, elles ne s'attendent pas finalement des fois à ce que ça prenne autant de temps ou à à l'incertitude finalement financière, parce qu'il y a des mois où voilà, on va pouvoir facturer plus que d'autres. Et elles n'ont pas anticipé ça. Mais c'est la phase de démarrage, tout ça. Donc, ça aussi, ce serait être assez pragmatique sur les aspects financiers, calculer son besoin, le revenu indexé sur le besoin, qui est subjectif forcément, puisque moi je vais considérer un besoin, je ne sais pas moi, aller au cinéma, peut-être que ça va pas être un besoin chez moi et que ça va être un besoin pour la personne que j'accompagne. Bon, si c'est indispensable dans sa vie, il faut qu'elle le budgète. Et puis en fonction de ça, voir quel modèle économique en face on peut mettre, qu'est-ce que ça représente. Pour ça, on peut interroger effectivement des personnes pour voir ce qui se pratique et en gardant en tête que ce n'est pas parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, que 80% des rédacteurs facturent au mot que je dois facturer au mot. Ce n'est pas parce que lui, il facture, je sais pas moi, 7 000 € une page de vente que moi, je vais pouvoir facturer ça. Parce que forcément, il n'y a peut-être pas le même réseau, pas la même expérience, pas le même type de client. Donc, chaque marché a un peu ses spécificités. Donc, on peut pas. C'est pour ça que les méthodes marketing en général ne marchent pas. Les méthodes toutes prêtes. Parce que chaque audience est spécifique. Chaque public est spécifique. Chaque personne est spécifique. Et ce qui va marcher pour moi ne va pas marcher pour la personne. Donc, ça, c'est aussi à bien avoir en compte. C'est pour ça que je dis ne pas trop écouter les conseils. Parce que moi, je peux dire, oui, pour trouver des clients, il faut absolument publier sur LinkedIn. Mais en fait, si la personne est plus à l'aise à écrire des mails privés, publier sur LinkedIn, c'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être le mail est plus adapté pour elle. Donc voilà, c'est un peu ça. Mes deux conseils, c'est être pragmatique et puis se faire sa propre idée, expérimenter. Et des erreurs à éviter que tu vois fréquemment et que si on te les avait dit... reproduire 2 fois la même erreur. Parce que c'est pas grave de faire des erreurs, mais à chaque fois qu'il y a une relation client qui s'est mal passée ou même qui s'est bien passée, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, sur quoi j'ai perdu du temps, quelles leçons j'en tire pour la suite. Ça, c'est un peu travailler sur l'entreprise et non pas dans l'entreprise. Et ça, c'est une erreur que je vois souvent, c'est finalement d'être bloqué dans la production, dans le faire, et puis pas prendre le temps, le recul pour l'analyse stratégique de son activité. Et du coup, de se retrouver dépassé en burn-out ou sous l'eau parce que justement, on prend des mauvais clients, entre guillemets. Donc ça, après, bien savoir en fait quelle activité on veut développer, quel type d'offre nous correspond, ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin d'un minimum de récurrence? Est-ce qu'on préfère le one-shot? Quel type de client on aime travailler? De quelle façon? Ça, je vois aussi, dans l'écriture, je vois aussi cette erreur-là de partir de la feuille blanche à chaque fois en se disant, finalement,
c'est un métier créatif. Je peux pas processiser. Alors, c'est faux. Quand tu dépends de l'écriture pour vivre, tu as intérêt à processiser, à avoir des questions, à avoir des questions à poser à tes clients, à avoir un peu des gabarits d'écriture. Donc, tu as intérêt à avoir ça. Voilà, pour, je dirais, les conseils. Et des ressources à partager? Des ressources intéressantes de type livre, podcast Sur l'écriture elle-même, il y a Ouais. Le héros aux mille visages, qui est un peu la référence sur l'écriture, De Joseph Campbell. de Joseph Campbell. Après, il y a Sugarman en copywriting, qui est advertising copywriting, je pense. S'il y a un livre à lire sur le marketing et le copywriting, c'est Sugarman. Et après, je dirais, c'est plus des lectures autour de l'écriture, qui ne vont pas forcément être liées à la compétence technique écriture, mais à la pensée critique, à la psychologie, à d'autres choses. Parce qu'en fait, moi, mon point de vue, c'est que ça ne sert à rien de lire 40 livres sur l'écriture, puisqu'à chaque fois qu'on va lire un nouveau livre sur l'écriture, il y a 90% du contenu qui va être le même, en fait. Les idées vont être les mêmes, mais dites différemment. Donc, ça peut être bien pour la mémoire, d'en lire 3-4, mais à terme, tu as des rendements décroissants. C'est-à-dire que tu vas perdre du temps pour ne rien apprendre comme idée nouvelle. J'entends idée. Du coup, il vaut mieux se former en horizontal, c'est-à-dire de prendre des livres de psychologie, de prendre des livres de marketing, de prendre des livres d'aide à la décision qui vont justement permettre d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure analyse finalement de ton marché, parce que c'est ça aussi qui est important. Finalement, il y a aussi les idées, comment tu écris, c'est important, la technique, ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a les idées en fait. Et pour avoir des idées, il faut mêler des disciplines. Donc c'est pour ça que je me formerai pas, je ne lirai pas plus de 2-3 livres sur l'écriture. Donc Le héros aux mille visages et Sugarman. Et après, le livre indispensable, c'est Les deux cerveaux de Canagan, Cerveau 1 et Cerveau 2. C'est un livre très technique qui a été vendu, qui n'est pas un best-seller. Enfin, non, ça a été vendu à 7000 exemplaires, donc c'est pas du niveau d'un Tony Robbins ou d'un best-seller, mais ça aide à vraiment comprendre les biais cognitifs. Et ça, c'est intéressant dans la vente, parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas avoir du mal à vendre. Et puis, même dans l'écriture, en fait, parce que l'écriture, c'est la psychologie. Il est intéressant, ce livre-là. Et puis, donc ça, c'est en psychologie. Et puis, moi, mon chouchou, Carl Jung, psychologie de l'inconscient. Parce que ça aussi, c'est une ressource indispensable si tu veux vraiment comprendre les motivations profondes des personnes. L'inconscient est plus intelligent que le conscient. Et tout ce que te diront les clients ne s'appliquera pas, en fait. Ils feront le contraire de ce qu'ils te disent. Donc, de savoir détecter ça, c'est quand même c'est la clé en marketing et en écriture aussi. Super, merci pour toutes ces ressources. Je les mettrai dans la description de l'épisode. Et si on veut lire ce que toi tu écris, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors là, j'ai mise beaucoup sur LinkedIn. Donc, LinkedIn. Et puis, j'ai une newsletter, Ma Case en Plus, où je partage les stratégies des créateurs qui m'inspirent et puis des ressources aussi pour créer sa propre case, que j'envoie 2 fois par mois. Donc, là aussi, on peut retrouver mes idées dans la newsletter. Et puis, sur Amazon, Esther Ramos. J'ai le projet d'écrire 12 mini-livres cette année. Je viens de publier mon premier recueil de poèmes, donc dans un autre style. Et du coup, donc, sur Amazon, on peut retrouver tout ça. Super. Et ben, Et sur mon site. Je mettrai tous les liens. Merci beaucoup, Esther, pour ton partage et toutes tes ressources. Merci. Merci à toi pour l'invitation et merci à tous ceux qui ont eu le temps, qui ont pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir.
Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.